à tous. À l'occasion de la journée de la santé mentale positive, on se retrouve aujourd'hui à la FA de Beaumont pour le 3e épisode de notre podcast. Le sujet de cette table ronde, c'est qu'est-ce que vous faites pour prendre soin de votre santé mentale. Maintenant, je vais vous laisser la parole. Déjà, moi, je souris. Voilà. J'essaye au maximum. Moi, je médite. Moi, je fais du sport. Okay. Moi, je joue de la musique. Ah, super. Moi, je mange du chocolat. Okay. Je fais tout à la fois. En fait, je suis prof de yoga, donc j'ai beaucoup d'outils sous ma main. Oui. En revanche, je suis aussi, ça ne veut pas dire que en fait, je n'ai pas les soucis dans la vie. Donc en fait, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je peux travailler. Et en fait, c'est pas uniquement grâce au yoga que j'arrive à gérer mes soucis. Et donc pour quelqu'un, ça peut être le chocolat, pour quelqu'un tricoter, pour quelqu'un le sport qui défoule. Voilà, il n'y a pas une seule voie. C'est important en fait surtout d'être accompagné, de savoir dans quel chemin, sur quel chemin on s'engage. Oui, c'est ça. Après, la santé mentale, ça reste quelque chose de fluctuant pour tout le monde. Et du coup, le principal, c'est d'avoir des outils, mais c'est pas des choses qui peuvent faire en sorte d'annihiler complètement les problèmes et tout, mais ça reste quelque chose quand même qui nous accompagne et qui nous aide à tenter de maintenir un état assez stable, on va dire. En quoi ces activités, elles vous ressourcent, quoi. Ça m'a fait penser à autre chose. Moi aussi, ça me libère mental en fait, comme si je faisais off. Peut-être que vous pouvez présenter aussi votre parcours, ce que vous faites comme métier, etc. Et justement, comment vous reliez les deux, d'essayer de... il y a la vie professionnelle, la vie personnelle, et qu'est-ce que vous faites justement pour réussir à garder cette santé mentale, même quand des fois c'est peut-être un peu dur avec le travail, etc. C'est peut-être intéressant si vous présentez un petit peu aussi. Justement, des fois, c'est bien de séparer les deux. Le travail reste au travail et les problèmes de la maison, quand il y en a, restent à la maison. Donc, c'est pas mal aussi d'essayer de cloisonner un petit peu, parce que on peut avoir tous des soucis, des préoccupations, sans parler de gros soucis. Mais c'est bien quand même de les laisser derrière soi quand on quitte soit le travail, soit la maison. Et d'essayer d'être présent au moment maintenant. Ok. Est-ce que vous pourriez dire à peu près auquel moment de votre vie vous êtes rendu compte que votre santé mentale était importante ? Quand j'ai fait un burn-out. D'accord. Grâce et à cause du travail. Et ce qui m'a amené en fait à réfléchir à mon état psychologique, mais aussi physique en fait, et même si je faisais du sport, de la musique, visiblement c'était pas suffisant en fait pour que je sois stabilisé psychologiquement. Et donc du coup j'ai rajouté par-dessus le sommeil, faire attention à mon sommeil et à mon alimentation. D'accord. Plus un petit parcours aussi de suivi approprié. Oui, bien sûr. Et du coup c'est ça prend beaucoup plus de sens, je trouve, quand il y a plein de choses qui viennent se greffer, en fait, et que ça crée une sorte de mix, en fait, de mélange, en fait, qui fait a priori, je me sens plutôt bien tout le temps. Ok. A priori. Avec des petites fluctuations normales, mais en tout cas, j'ai pas de choses qui m'empêchent de faire des choses. Ok. Oui, c'est ça, en fait. Le but, c'est de pouvoir, entre guillemets, fonctionner sans non plus vivre pour le travail ou quoi, mais d'avoir quand même une certaine stabilité qui permette déjà d'avoir des loisirs et aussi de fonctionner un minimum dans les exigences que cette vie nous impose, malheureusement. Et donc voilà. Si quelqu'un d'autre... Moi, je dirais que ma santé mentale, en fait, c'est un tout. C'est pas que ma santé mentale, elle va avec ma santé physique. Et que si je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps. Et si je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma tête. Peut-être déjà, il faut commencer par accepter que des fois ça ne va pas et qu'on a le droit aussi de ne pas aller par moment. Et qu'on peut être triste, en colère, joyeux, et que c'est des états par lesquels on passe parce que la vie, c'est pas toujours génial. Voilà. Après,
Moi, je me suis rendu compte de l'importance de ça peut-être quand j'étais ado, parce qu'il y avait des problèmes familiaux à la maison et que c'était pas facile du tout. Et que je suis partie marcher en colère et que je me suis dit, tu verras un jour tout ça, t'en rigoleras et puis voilà, ce sera loin derrière toi. J'en rigole pas aujourd'hui encore, mais c'est loin derrière moi. Effectivement, il y a eu plein de choses sympas et c'est résolu. Donc voilà, c'est peut-être se dire aussi que un jour on va pas, mais qu'à un moment donné ou un autre, on va aller mieux. Et garder ça en tête. C'est ça, rayonnement permanent. Voilà. C'est cette image des vagues qui passent, voilà, il n'y en a aucune qui reste, mais pourtant c'est un océan, donc voilà, c'est cette beauté de la chose. Finalement, on a cette capacité de ressentir, on peut accueillir des choses là où c'est compliqué de ne pas parfois s'y accrocher, et ne pas. Il y a aussi le côté de demander de l'aide et de l'accepter également, cette aide des autres. Parce que à un moment donné, je sais, pour moi, c'était depuis toute enfance, qu'il y avait des difficultés. En fait, je me disais toujours, je vais gérer toute seule. Je vais réussir toute seule, j'ai pas besoin de qui que ce soit. Et ben, là, à un moment donné, j'ai vu que, en fait, ce n'était plus possible. Découvrir sa propre vulnérabilité, elle est difficile. Ça nous donne finalement notre propre force. Il y a deux personnes qu'on n'entend pas, vous ne voulez pas parler un petit peu? Vous avez peut-être des choses à nous dire aussi. On est gênés. Ben, ne soyez pas, vous n'êtes pas filmé, vous êtes juste enregistré pour la postérité. Ouais, mais on est gênés là. Et justement, si vous êtes gêné, c'est parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude de parler de santé mentale. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous parle au quotidien ou pas du tout? Non, pas du tout. Non, on n'a pas l'habitude de parler devant les gens, surtout. C'est vrai. Fermez les yeux, vous ne voyez plus. Et même avec vos amis, etc., est-ce que ça vous arrive de parler des fois quand il y en a un qui se sent pas bien Ouais, avec nos amis, parce qu'avec nos amis, on est à l'aise. Et ouais, C'est pas la même chose. c'est vrai. Oui, non, mais C'est vrai, c'est vrai. Et Enfin, donc, vous n'êtes pas censé aborder des choses trop personnelles, hein, pour autant. Mais Et puis on est nombreux, donc c'est pas évident. mais vous, par exemple, au quotidien, qu'est-ce qui vous rend heureux, entre guillemets? Qu'est-ce qui vous Moi, fait qui plaisir? me rend heureux, c'est ma mère. Ma mère et mes petits frères, tout ça. Ma famille, quoi. La famille proche. Moi, c'est le sport aussi. Mhm. Moi, j'aime beaucoup le sport. Ok. Tu fais quoi comme sport? Du rugby. Ok. Je pense que même pour le sport, etc., c'est aussi important, je pense, d'avoir une santé mentale bien parce que pour être concentré, etc., si tu as des pensées, que tu penses à autre chose, je pense que tu peux pas forcément te donner à 100% dans ton sport. Donc je pense que c'est aussi... le sport te donne du côté positif et à l'inverse, si t'es bien, c'est aussi performant dans le sport, je pense. Ouais, c'est vrai. Et pour le coup, par rapport au sport, et notamment au sport de haut niveau, en fait, la santé mentale, c'est vraiment quelque chose qui a été complètement ingéré en fait, par les clubs sportifs et le suivi psychologique en fait, des sportifs de haut niveau est devenu autant important que la préparation physique. C'est pas du tout quelque chose qui est négligé. Il existe aussi, vous devez sans doute le savoir, mais des psychologues préparateurs sportifs. Et du coup, ils ont une formation quand même de psychologue à côté, qui fait qu'ils ont quand même un bagage scientifique important et que c'est pas juste des préparateurs. Mais c'est là qu'on voit quand même que c'est quand même un truc qui est devenu important. Et ça montre que pour être performant, il faut quand même que ça se passe bien là-haut, un minimum. Après, on en parle beaucoup plus aussi de la santé mentale. Peut-être que le confinement aussi a fait qu'il y a beaucoup de gens qui se sont trouvés seuls face à eux-mêmes et qui ont peut-être développé sur un temps plus court en fait, des troubles, des pathologies ou alors même un questionnement en fait, sur leur priorité. Sur leur priorité, leur Oui, situation. je pense qu'ils ont pris conscience que de se poser et de faire des choses ou des activités qu'ils aiment, en fait, ça permettait de se recentrer sur soi. Je pense que le confinement et le Covid, ça a révélé beaucoup de choses pour beaucoup de gens. Parce qu'il y a des personnes qui se sont rendues compte qu'ils adorent être seuls et qu'ils n'ont pas besoin. Et en fait, je pense que du coup, la vie après a été différente pour plein de gens. Il y a beaucoup de personnes qui aussi se sont rendues compte qu'ils avaient besoin
d'avoir des liens sociaux tout le temps. Il y a aussi d'autres personnes où ça a développé, on va dire, les troubles qu'ils avaient déjà avant, ou d'autres qui sont adorés parce que ça les a calmés. Enfin, je pense que ça a révélé beaucoup de choses pour beaucoup de monde, et ça a vraiment été un tournant important dans la considération qu'on a de la santé mentale aujourd'hui pour n'importe qui, quoi, je trouve. Même au niveau des instances plus hautes, c'est vraiment un sujet qu'on aborde beaucoup plus, et c'est super, et aussi c'est tout le sens de ce qu'on fait nous, mais voilà. Et même si on en parle de plus en plus, est-ce que vous trouvez que ça reste quand même tabou Non, ou pas? beaucoup moins. Aujourd'hui, quand on croise des gens, je trouve que la plupart osent dire qu'à un moment dans leur vie, ils n'ont pas été bien, qu'ils ont eu une dépression, qu'actuellement, ils ont un traitement, etc. C'est beaucoup plus libéré. Alors, au niveau vie privée, au niveau vie professionnelle, je pense que c'est toujours délicat. Je pense que n'importe qui, en allant par exemple à un entretien d'embauche, ne va pas commencer à aborder le sujet en disant « Pour l'instant, je suis en pleine dépression et j'ai un petit traitement pour aller mieux, mais vous inquiétez pas, je gère. » Donc je pense que là, pour le coup, ce serait un peu contre-productif, on va dire. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, je trouve que les gens l'abordent plus sereinement, et peut-être aussi que chacun de nous est un peu moins dans le jugement. On l'entend peut-être moins comme étant une faiblesse, sachant que pendant très longtemps, voilà, t'es pas bien, t'es faible. Hein, voilà. Je pense que là aujourd'hui, ça a changé un petit peu de ce côté-là. Voilà. Après, dans le monde professionnel, c'est aussi bien mis en avant. On est plusieurs ici à travailler à l'ARPA. On a pu bénéficier d'une formation secouriste en santé mentale. Ah, super. Donc, je ne sais pas qui l'a suivi, c'était hyper enrichissant, mais voilà, même les entreprises ont pris ce sujet à cœur et forment, au même titre que les SST, maintenant il y a des secouristes en santé mentale, et effectivement, attention, on est vigilant aussi avec des collègues, est-ce qu'on voit des signes, c'était chouette, hein, sur 2 jours, c'était vraiment très très enrichissant. Donc voilà, donc effectivement, niveau privé, mais niveau professionnel, en tout cas, nous, l'AFPA, voilà. Peut-être aussi que le terme, l'appellation santé mentale aussi, en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a une sorte de point de bascule où avant les problématiques psychologiques étaient toujours vues du côté du médical, voire même du ressort de la psychiatrie, et donc du coup ça jetait quelque chose, une chape de plomb au-dessus de ces problématiques-là. Et en parlant de santé mentale, le premier mot c'est quand même santé en fait, donc du coup c'est vraiment, on prend le problème à l'envers et dans le bon sens en parlant de se sentir bien et donc de pouvoir adapter en fait son mode, son style de vie, ses relations pour se sentir bien et pas partir en fait d'un trouble pour aller mieux. Je pense que vraiment un des points les plus importants pour prendre soin de sa santé mentale, c'est de s'écouter finalement et de faire les choses comme on en a besoin. Et c'est comme ça que les choses vont aller mieux. Et après, du coup, ça amène à des activités qui nous détendent, tout ça. Et je trouve que dans nos sociétés, encore, il y a beaucoup d'injonctions du type faut être performant au travail, faut sortir avec ses amis. Il y a tout ce truc de tu sors pas, t'es chiant. Et donc, je trouve qu'il faut s'écouter, s'entourer des bonnes personnes et tout. Et déjà, ça part de là. Et ensuite, après, on cultive, on va dire, le jardin qui fait qu'on est dans un bon environnement. Et après, ça mène... il y a beaucoup de choses aussi comme la santé physique, ça reste quand même... c'est une balance, quoi, mais voilà. Moi, je sais que par exemple, j'ai pas écouté mon corps, voilà, bien dommage. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma vie de femme, mes enfants, j'avais mon entreprise. Donc en fait, tous ces cumuls de charges, et ben mon corps, donc ça a été une tendinite, après le dos qui se bloquait, après c'était tous les épaules. Et quand je suis arrivée au tendon d'Achille, et ben là, ça m'a scié. Et là, donc, je me suis retrouvée à appeler les urgences parce que j'arrivais plus à marcher. Et je pense que d'écouter son corps, quand il y a un signe qui fait que tout, en fait, c'est une alarme qui dit hop, l'épaule, t'es plus épaulée, hop, le genou, tu veux plus avancer. Enfin voilà, je pense que d'écouter son corps, en fait, ça va vraiment permettre de prendre soin de soi, en fait. Ça m'interpelle beaucoup parce que j'avais beaucoup de femmes
dans mes cours. D'ailleurs, il y a une majorité de femmes. Où est-ce que vous êtes, les hommes, des cours de yoga, s'il vous plaît? Faites quelque chose aussi. On garde les enfants. On essaye. Mais il y avait beaucoup de femmes qui m'ont dit mais merci parce que c'est au bout de 60 ans que je me rends compte de mon corps, que je commence à le comprendre petit à petit. Ce sont des moments extrêmement fragiles, en même temps incroyables, parce que se dire on aurait passé toute sa vie, comme on nous a éduqués, sois une gentille petite fille, voilà, occupe-toi des autres, voilà, et toi tu n'existes pas forcément. Soudainement, tu prends ton temps pour toi et tu commences d'écouter, de comprendre et ressentir des petites choses. Ah tiens, c'est lié en fait. Et c'est là qu'on se dit, on respire, Oui. voilà, maintenant, Oui. enfin, on se réancre, enfin voilà, toutes ces choses qu'on avait oubliées en fait. Et cette quantité de personnes qui en fait n'arrivent pas à respirer de manière abdominale, voilà, de bien gonfler ce ventre, mais ils sont là. Des tensions supplémentaires dans Aux les épaules, muscles. moi ça m'a déclenché Voilà. des crises d'asthme en fait, parce Voilà. que je m'étouffe en fait, j'arrive pas, le diaphragme n'est pas assez respiré et on n'arrive pas à l'élocution, à aller dans ce qu'il disait. Donc là je suis en train de faire une reconversion à l'AFPA et donc du coup de prendre la parole devant des gens, donc c'est énorme pour moi. Donc tout cet accompagnement fait que j'ai pris conscience que arrête de te mettre en souffrance. Va au-devant des gens, ça évitera de te ventoler tous les jours. Enfin voilà, de prendre conscience que mon corps, en fait, c'est une arme et qui m'aide à aller mieux, en fait. Le corps humain est bien fait. Malgré tout, il est bien fait. Il a des petits couacs et tout, voilà, donc d'accord. Mais malgré tout, il est bien fait quand même. Donc, et souvent, quand les symptômes deviennent somatiques, ou c'est douloureux et tout, c'est que ça faisait un moment que c'était compliqué là-haut, quoi. Et qu'on n'a pas regardé et tout. Donc c'est important de s'écouter, c'est vrai. Comment vous faites pour écouter votre corps? Alors, comment je fais pour écouter mon corps? Moi, je n'entends pas parler mon corps. T'as pas des petites souffrances? Des fois, par exemple, tu dis, hop, j'ai mal à mon dos. Si, c'est vrai. Voilà. Si tu te dis que tu as mal à ton dos, c'est que tu as peut-être fait un effort trop physique, tu vois, ou des choses qui... C'est comme ça que je le ressens en fait. Dès que je sens qu'il y a un petit blocage, je me dis, allez hop, remets-toi en question. Peut-être que tu as fait, soit ça vient d'un faux mouvement, ou soit c'est des choses qui se cumulent et qui se mettent dans certaines zones en fait. Ah, Des fois dans la journée. Vous, ça vous permet d'arrêter vos trucs et tout, mais moi, ça me permet de continuer. Quand j'ai mal, moi, je continue. Parce que tu es jeune. Oui, ou aussi c'est ta façon de voilà, tu combats. Peut-être des fois quand ça va pas, tu peux te sentir opprimé là ou avoir la boule au ventre. Ouais, ça c'est vrai. quelque chose qu'on connaît tous. Mais effectivement, si tu fais du sport ou si tu fais quelque chose, tu vas sécréter des endorphines, tu es dans l'action. Et peut-être justement être dans l'action, ça te permet d'aller mieux. C'est une bonne façon de faire, c'est bien. Ça te les libère, c'est bien, ça te les libère, ça t'enlève toutes tes émotions, trop plein aussi d'émotions. Il y a un conte que je trouve assez intéressant. C'est un vieux sage qui discute avec son disciple tout jeune, qui demande au sage, mais s'il vous plaît, vous êtes aveugle, ça doit être horrible d'être dans cette vie et ne rien voir. Le vieux sage, il dit, la peur, c'est le pire ennemi. En fait, jeune homme, qu'est-ce que tu entends? Le jeune homme, il dit, j'entends la rivière, j'entends les oiseaux, voilà. Et le sage, il demande, mais est-ce que tu entends ton cœur battre? C'est là, cette écoute. Et si vous deviez justement donner un conseil soit à vous, de plus jeune, justement, à vous qui, peut-être avant, vous écoutiez peut-être pas forcément. Et donc voilà, quel conseil vous donneriez et en même temps à ceux qui vont écouter justement ce podcast? Peut-être ne pas hésiter à demander de l'aide quand ça va pas. Parce que souvent, on a l'impression d'être faible en cherchant de l'aide, ou on se dit que l'aide c'est fait pour les autres, alors qu'en fait, pas du tout, quoi. Et que la situation que l'on vit actuellement et qui vous conduit à vous sentir mal, plein d'autres personnes l'ont ressenti aussi. Et ont quasiment toutes, à un moment ou à un autre, trouvé des outils, en tout cas une aide qui leur a permis d'aller mieux. Donc quand ça va pas, c'est
d'avoir, je dirais, la présence d'esprit d'aller chercher de l'aide, en tout cas de ne pas hésiter à le demander. Et c'est vrai, quand on parle d'aide, c'est pas forcément une aide au concours, c'est pas forcément un psychiatre, un pédopsychiatre, une psychologue, ça peut être tout simplement un ami, ça peut être, je sais pas, son animal, enfin moi je vois ça comme ça, c'est pas forcément... Enfin voilà, les animaux, enfin je trouve que c'est aussi, c'est une des meilleures thérapies, quoi. S'entourer de son animal, des fois, c'est simplement... Moi, je dirais être bienveillant envers soi et de se pardonner d'avoir mis ce corps en maltraitance. C'est l'un des principes de yoga, ça s'appelle Ahimsa. C'est la non-violence, mais envers les autres, mais également envers soi-même. Je trouve important aussi, justement, pour rebondir sur ce que vous disiez, de ne pas hésiter en fait à demander de l'aide ou un appui, un soutien, et c'est réussir aussi, et c'est peut-être le plus difficile, en tout cas personnellement ça a été le plus difficile, faire confiance au moins à une personne dans sa vie, au moins une quoi. On peut faire confiance à tout le monde si on a envie, il n'y a pas de souci, mais en tout cas se dire, cette personne-là, je sais qu'elle va m'apporter quelque chose par rapport à ce que je vais lui confier ou quelque chose comme ça, et rester ancré sur cette confiance-là pour pas sombrer quelque part aussi. Dans la vie, il faut faire confiance à personne. Tout le monde a son vice. Peut-être que tu te fais au moins confiance à toi et c'est déjà un bon début. Ouais, mais ma mère, c'est pas la même chose aussi. Mais ça Ma reste mère, un humain par c'est entière. c'est ma mère. C'est ma mère. Elle a tout fait dans ma vie, mais juste faire confiance à personne. Mais après, si tu tout le lui monde fais a son vice. Si tu lui fais confiance à elle et que tu te sens mal et que tu lui expliques que tu te sens mal, ça reste quand même une confiance que tu lui portes. Bah oui, parce que c'est ma mère. Mais oui, mais voilà. Mais quand on dit faire confiance à quelqu'un, on ne demande pas forcément de faire confiance à quelqu'un que tu croises dans la rue. Moi je parle à des gens, moi. Mais ça peut être quelqu'un de ta famille. Hein. Ouais, je sais. Ce serait presque faire confiance à quelqu'un à qui on choisit de faire confiance. Toi, il, elle, je vais te faire confiance parce que je sens que ça va être bon pour moi et peut-être aussi bon pour la personne finalement. Et ça, c'est la vie en fait l'expérience, si on peut parler d'expérience, qui va nous amener à rencontrer des gens sur lesquels on va se tromper et d'autres où on va se dire j'ai eu raison, quoi. Je sentais qu'il y avait quelque chose et j'ai eu raison en fait. Et il y en a plein, hein, des gens à qui on peut faire confiance. Mais il faut juste être amené à les rencontrer. S'ouvrir, voilà. Oui. Qu'ils soient sur ton chemin, qu'ils arrivent sur ton Et même des chemin. fois par hasard. Bah, c'est toujours plus ou moins hasard. Ou le destin pour ceux qui croient au destin. Donc je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous. Merci. C'était super. Merci. De rien, avec plaisir. Et on se retrouve pour notre prochain épisode. Plaisir partagé.